Hello, vous êtes product manager et vous cherchez un template Notion pour gérer tous vos projets? J'ai ça pour vous en stock. On a bien entendu un dashboard qui va permettre d'avoir accès à des liens rapides, les tâches du jour, les tâches de la semaine, visibilité sur les projets qui sont actifs, accès aussi à tous les meetings grâce à la vue calendrier, mais avant ça, on va passer à la vue client. Donc la vue client, on a une sélection avec les différents statuts, est-ce que c'est un prospect, est-ce qu'il est actif ou inactif, le nom, le contact et les contacts du client. Un lien aussi vers les projets qui sont en cours, et pour la page projet, vous avez une vue avec la date de réalisation, l'état d'avancement du projet, le lien donc au client, la date d'initialisation et la date de livraison, la durée du projet qui est calculée automatiquement et bien entendu la mise à jour. Donc, pour commencer, on va avoir un rétro-planning avec les 5 phases. Donc là, on part sur la méthodologie en cycle en V ou méthodologie classique. Et on va avoir donc ces 5 fameuses phases qui vont permettre de gérer notre projet. Dans chaque phase, on va avoir un template particulier. Donc dans la phase d'initialisation, on va avoir tout d'abord la date de début, la date de fin, l'assignation, l'état d'avancement sur les tâches et les tâches qui sont liées aux phases. Ensuite, on va avoir donc plusieurs éléments. Tout d'abord, le recueil des besoins, où on va pouvoir noter les besoins explicites et implicites avec les livrables qui sont affiliés. La grille de lecture lors de votre première réunion de cadrage avec votre client qui va vous permettre d'évaluer un peu comment votre client comprend ce qu'il demande. L'étude de faisabilité qui va vous permettre de évaluer avec vos équipes de développement par rapport à ce qui est demandé, ce qui est faisable selon des critères bien particuliers, donc la difficulté, le temps, etc. etc. Et en fait, ça fonctionne sur un système de scoring qui va automatiquement vous dire est-ce que la solution est retenue, est-ce qu'il va falloir dérisquer, ou alors ça va être complètement rejeté parce que c'est trop risqué. Donc dans ce tableau, en plus du scoring, ce que l'on a, c'est les différentes fonctionnalités et prestations, mais aussi les catégories. Est-ce que c'est du design, est-ce que c'est du marketing, du développement, etc. Vous pouvez rajouter autant de catégories que vous voulez, et vous avez un scoring pour chaque critère. Attention, si vous voulez rajouter un critère, il va falloir changer les formules pour la prise de décision pour que ça puisse être pris en compte automatiquement. Vous pouvez aussi rajouter des notes si vous le voulez. Ensuite, on va passer au calcul des coûts. Là, ici, on va avoir deux tableaux. Un avec les ressources. Donc là, j'ai créé un tableau pour les salariés avec le coût annuel, le coût mensuel, hebdo, journalier et horaire, et calculé automatiquement. Donc ce que vous avez à faire, c'est juste rajouter le nom, la stack et le coût annuel. Et ensuite, le calcul se fera automatiquement. Ensuite, quand on descend en dessous, pour chaque phase de notre projet, on va avoir les coûts qui vont être ajoutés automatiquement, que ce soit l'étude de faisabilité ou sur la base de notre salarié. Donc pour chaque élément, on va avoir un calcul automatique, et tout ce qu'il y a à faire, c'est simplement sélectionner la ressource. Donc là, ici, on est sur les salariés, qui va être sélectionné grâce à une relation. On va ajouter également la durée estimée, et du coup, à partir du coût journalier qu'on a calculé précédemment, on va avoir le coût estimé de la tâche. Donc là, je vais faire un exemple avec Eric Cartman. Du coup, ça m'a recalculé automatiquement ma ligne, et on a augmenté au niveau de la durée de la tâche. Donc vous avez ça pour toutes les phases. Vous avez aussi la somme totale qui s'affiche aussi en haut à gauche de chaque phase. Ensuite, pour l'analyse de risque, on a 3 documents. Donc le périmètre fonctionnel d'abord, qui va permettre d'analyser, de lister l'ensemble des écrans avec un descriptif rapide. Est-ce qu'on a un accès identifié, la complexité, la priorité, afin d'avoir un versionning qui va être dédié automatiquement. Ça, c'est un outil super à utiliser avec les équipes de développement pour proposer plusieurs versions en fait à votre client, en vous disant ok, on peut pas vous faire ça tout de suite comme vous le voulez tout de suite parce que c'est trop complexe, mais par contre on peut vous faire ça en plusieurs temps, et ça vous permet d'avoir rapidement plusieurs versions à leur proposer. Toujours dans notre analyse de risque, on va passer du coup au SWOT,
Et là, on va avoir accès à un tableau qui va nous répartir les faiblesses, les forces, les menaces et les opportunités pour le projet qui est en cours. Le dernier élément de notre analyse de risque, c'est les analyses de risque génériques et spécifiques avec la matrice 7D. Donc là, ici, on va avoir un tableau avec plusieurs vues. Donc le premier avec la vue générique qui va permettre de définir la dimension, le type de risque, donc est-ce que c'est un risque générique spécifique. On a vraiment tous les éléments de la matrice 7D, donc est-ce que ça fait partie de l'équipe, la partie décisionnelle, la complexité, l'innovation, bref, tout ce qu'il nous faut par rapport à cette fameuse matrice. On a aussi la possibilité d'utiliser le premier type de risque. Donc moi j'ai décidé de faire séparer les risques génériques des risques spécifiques, mais après si vous êtes à l'aise avec l'ensemble des risques, il n'y a pas de souci. Et en fait, en fonction de si vous couchez ou non la case oui non, vous allez avoir un message qui va s'afficher, et là c'est là que vous allez savoir est-ce qu'il y a un risque potentiel ou pas. Donc par exemple pour le premier, si je coche, il n'y a pas de risque potentiel. Par contre sur le deuxième, si je le coche, il y a le risque potentiel qui s'affiche. Et vous pouvez rajouter des petits mots à côté pour spécifier le risque ou compléter pour faciliter la compréhension. Passons à la description des risques. Ici, en fonction de si on a un message qui s'affiche qui nous dit que on a un risque potentiel, du coup tous ces éléments vont s'afficher directement ici. Donc ça fonctionne sur la base d'un filtre et tout est regroupé en fonction de si c'est un risque générique ou spécifique. Donc après vous allez pouvoir remplir par les éléments, les origines du risque, les déclencheurs et les conséquences pour chaque phase. La priorisation des risques reprend la même liste que la description des risques. Donc là, dans la description des risques, vous aurez déjà l'origine du risque qui aura été remplie, sauf que du coup, on a les mêmes champs partout en fait. C'est juste que sur notre board, on n'a pas les mêmes informations qui s'affichent pour simplifier la compréhension. Ce qui veut dire que les informations que je vais rentrer dans la description des risques va s'afficher dans la priorisation des risques et dans le plan de prévention. Donc je vais définir une origine de risque quelconque et donc je vais retourner à ma priorisation et là j'ai bien l'origine qui va s'afficher. Ensuite ce que je vais faire c'est définir un titre. Ça peut être équipe, périmètre, enfin bref ce que vous voulez. L'idée c'est d'avoir un titre et ensuite on va calculer la priorisation, donc basée sur la probabilité sur une échelle de 1 à 5, sur la gravité sur une échelle de 1 à 5, et du coup, ça va nous donner la criticité de notre risque. Ce qui va également, vous en doutez bien, afficher un message automatique en fonction du niveau de risque, basé sur la probabilité et la gravité de celle-ci. Donc on a 4 cas de figure, vivre avec, risque à ignorer, problème à résoudre, et changer le projet. Encore une fois, ces automations ont pour but de faciliter le temps et d'avoir un affichage rapide pour nos risques, pour pouvoir passer rapidement à l'essentiel. Pour finaliser notre analyse de risque, on va passer maintenant au plan prévention. Et comme on peut le voir tout à l'heure, on a les informations qu'on a ajoutées dans les précédents boards qui vont s'afficher automatiquement. Donc ce qui nous reste à faire, c'est juste de remplir les colonnes manquantes, donc responsable, prévention et réparation, pour avoir un véritable plan de prévention. Passons maintenant à la note de cadrage et à la note de synthèse, qui là encore on a des templates qui sont déjà pré-remplis. Donc dans notre note de cadrage, on va avoir le rappel du périmètre, les préconisations fonctionnelles et d'architecture, les principaux livrables, les futurs utilisateurs, les solutions techniques, le macro-planning qui utilise d'ailleurs un bloc de synchronisation, ce qui vous permet d'éviter d'avoir à écrire à chaque fois les mêmes informations sur différents documents. Dans la proposition commerciale, on va reprendre du coup la description du projet, la solution préconisée, l'architecture préconisée, l'objectif, le planning qui du coup sera automatiquement synchronisé depuis notre note de cadrage. Pour l'impact mapping et l'architecture, il suffit tout simplement d'ajouter le lien vers les plateformes externes
que vous pouvez utiliser. Ça peut être Balsamiq ou Figma ou autre chose. Sauf si vous utilisez Figma, dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser directement le module de Figma. Pour le cahier des charges, vous avez un template qui est déjà fait. Alors ne tenez pas compte de Pages in the Trash. C'est le template que vous allez pouvoir utiliser. Et en fait, à chaque fois que vous allez créer une nouvelle page, un nouveau projet, vous allez avoir cette page-là. Dedans, vous allez avoir toutes les informations nécessaires avec le planning prévisionnel sur lequel on peut voir le temps estimé, le rétro-planning, enfin la phase à laquelle correspond la tâche par rapport au rétro-planning. Et ça va être un véritable outil de communication pour vos clients en toute transparence en disant ok, on avait prévu un jour mais en fait au final on en a passé 7 dessus. Donc du coup il va falloir qu'on se dépêche de finir cette tâche pour qu'on puisse livrer dans les temps. Et ça permet aussi à vos équipes de voir très clairement sans avoir à passer par des outils extrêmement complexes qui se passent sur le projet. Vous avez les benchmarks, les considérations marketing, bref, tout ce qu'il vous faut pour avoir un premier cahier des charges dans la phase d'initialisation. Passons maintenant à la liste des tâches. Donc il faut savoir que la liste des tâches est la même pour tous les projets, dans le sens où on utilise le même board. On a un tableau qui se présente en Kanban et on a la possibilité de définir le projet et le sujet. Ça veut dire qu'il faut rajouter 2 étiquettes en même temps. Ce qui va permettre à la fois d'avoir une vision sur l'ensemble des projets, mais aussi de filtrer en fonction du besoin le projet voulu ou le sujet voulu. Et on va retrouver cette fameuse liste des tâches dans le dashboard. Passons maintenant à la phase de lancement. On va retrouver quelques documents similaires. Donc dans la phase de lancement, on va avoir le même cahier des charges qui a déjà été pré-rempli et on va avoir la liste des tâches qui vont être énumérées, bien entendu, filtrées par projet, ce qui va permettre de pouvoir lister avec les équipes l'ensemble des tâches. Dans la section conception, on va avoir des spécifications fonctionnelles et techniques. Donc on a un template qui est pareil, pré-rempli. Il y a juste à remplir les éléments proposés. Donc vous avez le wording, le lexicon, les spécifications design, les éventuels cas d'erreur, les spécifications techniques back-front. Donc vraiment tout ce qu'il vous faut pour lancer votre conception. Dans chacune des pages qui ont été créées, vous avez déjà les templates pour les spécifications fonctionnelles de la phase d'initialisation, mais n'hésitez pas à rajouter vos propres templates pour la phase de production et d'exécution. Dans chaque page projet, en fin de page, vous avez une section documents pour ajouter l'ensemble des documents complémentaires que vous voulez rajouter. Ça permet d'avoir une page propre et qui permet de se concentrer uniquement sur l'essentiel. Revenons à notre dashboard. Du coup, on a l'étage du jour dans lequel on a un tableau qui est exactement le même que celui qu'on a vu précédemment, dans lequel on peut rajouter directement les informations depuis le ticket sans avoir à l'ouvrir. Et ça va vous permettre du coup de gérer un peu vos tâches ad hoc ou les tâches auxquelles vous n'avez pas pensé sans avoir à rentrer à chaque fois dans chaque projet pour pouvoir les intégrer. Vous avez aussi les éléments, exactement les mêmes éléments qu'on a dans les pages projet. Donc date de début, date de fin, et à rajouter à quelle phase cela fait partie pour pouvoir après voir la progression, l'avancement général du projet. Et on a juste en dessous les tâches de la semaine. Donc ça va vous permettre de voir toutes vos tâches pour la semaine. N'hésitez pas à prioriser généralement vos tâches pour pouvoir avoir un affichage par priorité. Pour voir uniquement vos tâches de la semaine, il faut utiliser le filtre en utilisant les dates exactes, mais vous pouvez aussi utiliser le filtre que j'ai utilisé qui vous permet de voir les tâches pour la semaine prochaine. Attention, lorsque vous utilisez ce filtre pour la semaine prochaine, ça compte la semaine prochaine à partir d'aujourd'hui. Donc si vous voulez juste avoir
une période donnée, je vous conseille d'utiliser la période exacte. Ensuite, pour les projets actifs, on aura l'avancement général du projet ainsi que le nombre de jours qui ont été engagés sur ce projet. Et on a notre fameux calendrier avec les différents meetings. Donc dedans, on a déjà les éléments de base, à savoir le statut. Sachez que quand vous ajoutez un nouveau rendez-vous par défaut, il se met en planifié. Et vous avez aussi le statut tâche à faire. Sinon, c'est le statut fini. Il vous suffit d'ajouter le projet pour afficher automatiquement le nom du client qui est affilié au projet et la tâche pour avoir les sujets et projets affiliés. Vous avez des templates, donc un template pour les meetings qui va vous permettre de prendre des notes avec le nombre de participants, objectifs, discussions, les actions et bien entendu le fameux tableau de tâches qui vous permettra de rajouter vos tâches directement sans avoir à passer d'une page à une autre. Voilà pour ce template Notion Project Manager OS. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous aidera dans votre quotidien de Project Manager ou de PO ou de PM. N'hésitez pas à laisser votre avis directement dans le template. Il y a une section dédiée à cet effet pour m'aider à l'améliorer. Et si vous avez des idées de templates que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. À très vite!